Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Fait marquant. Fait marquant, c'est cette émission qui donne la parole aux femmes et aux hommes pour nous permettre de comprendre les événements marquants de notre pays en particulier et du monde en général. Le dérèglement climatique ou changement climatique est une réalité partout au monde. Dans nos pays du Sahel, il favorise la désertification. Les causes de ce phénomène est bien sûr l'activité humaine, coupe abusive, feux de brousse ou transformation des forêts en des espaces de dépôts d'ordures à ciel ouvert. Face à ce tableau bien sombre, des femmes et des hommes se sont réunis pour donner un coup de pouce à Mère Nature. Il s'agit là de la plateforme Climat et Adaptation qui a planté plus de 300 arbres dans la forêt classée de Koulouba et il tient autre activité. Cette plateforme envisage plusieurs autres activités en faveur de l'environnement. Pour en parler, nous sommes avec Youssouf Karambe. Youssouf, bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue dans l'émission Fait marquant. Ok, merci. Alors, Youssouf est ingénieur en génie rural et environnement. Il est également membre de la plateforme Climat et Adaptation et président de l'association Climate Mali. Une fois de plus, soyez la bienvenue. Okay, merci. Je le disais à l'entame, le 19 août, vous avez planté près de 300 arbres dans la forêt classée de Koulouba. D'abord, pourquoi le choix de la forêt de Koulouba? Nous avons choisi la forêt de Koulouba pour qui connaît son importance. Je vais revenir un peu sur l'historique de cette forêt. La forêt de Koulouba a été classée le 28 juin 1935 par l'administration coloniale. Cette forêt couvrait 2010 hectares à l'époque coloniale. Donc la forêt classée protège certains quartiers de Bamako contre les éboulements et contre l'érosion ou les inondations causées par les fortes pluies. Vous voyez. Donc cette forêt est menacée comme les autres forêts du Mali. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons choisi cette forêt pour nous sommes basés sur cette forêt pour mener nos activités. Voilà. D'accord. Depuis le 19, il y a près de 10 jours maintenant, est-ce que vous êtes déjà passé sur les lieux voir l'état des pieds d'arbres que vous avez plantés? Oui, bien sûr. Nous avons été à Koulouba pour voir les arbres déjà plantés. Il y a déjà les eaux et forêts, le cantonnement de Koulouba, qui assure un suivi quotidien des plantes. Parallèlement à cela, les membres de la plateforme organisent des fois des visites sur les sites. Moi, ma dernière visite date du samedi tout près. D'accord. Voilà. D'accord. Quelle forme de suivi avez-vous adopté pour que votre travail ne soit pas vain en dehors de ceux des eaux et forêts? Est-ce que, en cas où il n'y a pas assez de pluie, il est envisagé que vous ayez faire quelques arrosages ou autre chose de ce genre? Oui, du 19 à nos jours, comme il y a eu assez de pluie, l'état des plantes déjà plantées, leur état est satisfaisant. Satisfaisant parce qu'il n'y a pas de problème d'eau pour le moment. Donc, en dehors de cette période, s'il y a des périodes de soudure où l'eau disponible du sol devient de moins en moins rare, nous organisons avec les eaux et forêts l'arrosage quotidien de ces plants. D'accord. Voilà. D'accord. Nous allons, avec la permission de la régie, suivre la 4e édition du reboisement dont nous parlons pour ceux qui n'ont pas pu voir ce reportage sur nos antennes. C'est un reportage signé Kadidiatou Gourou. La plateforme Climat et Adaptation, en partenariat avec certaines ONG et acteurs de l'environnement, a planté 300 pieds d'arbres ce samedi 19 août 2023 dans la forêt classée de Koulouba. Depuis 3 ans, la plateforme organise chaque année une journée de reboisement pour lutter contre les changements climatiques. La particularité de cette 4e édition est l'affiliation des enfants à cet engagement citoyen pour un avenir meilleur de la nature, confessent les organisateurs. Et cette année, la particularité qu'on a demandé aux participants de venir avec les enfants. Parce qu'on s'est dit que les enfants, sont l'avenir de ce pays. Donc, on veut que les enfants apprennent à planter.
à protéger aussi l'environnement, notamment à travers l'éducation environnementale. Donc ce qui fait que vous voyez, il y a plein d'enfants de 5 jusqu'à 18 ans qui vont suivre une séance de formation en technique de plantation d'arbres. Voilà. Cette activité de reboisement, en plus de lutter contre des érosions terrestres, a pour motif d'accueillir des excursions dans un environnement sain. Les samedis, il y a plus de 20-30 véhicules qui font des excursions sur la forêt pour vraiment la détente. C'est aussi vraiment, les facteurs de lutte contre les différentes formes d'érosion, éolienne et hydrique. Donc voilà, en bref, tout ça c'est à cause des arbres. La plateforme Climat et Adaptation compte plus de 300 membres. Les participants ont cotisé chacun une somme pour pouvoir planter ces arbres dans la forêt classée de Koulouba, les poumons de Bamako, confient les acteurs du domaine. De retour sur ce plateau, nous continuons à débattre sur ce sujet de l'environnement avec notre invité Youssouf Karambé. Alors, dans l'élément, il est dit que chaque membre de la plateforme a cotisé pour le reboisement. Est-ce qu'on peut savoir à combien s'élève cette cotisation? Cette cotisation, il n'y a pas un montant fixe. En fonction des moyens de tout un chacun, nous recevons des cotisations de 2 000, de 5 000, de 10 000, souvent même de 100 000 de certains membres voilà, de la plateforme. D'accord. Et pour cette campagne particulièrement, combien avez-vous pu réunir? On a pu rassembler environ 600 000 pour la tenue de cette activité. Est-ce que les 600 000 couvrent l'entretien de ces arbres? Oui, parce que lors des campagnes précédentes, il y a des fonds qui restent. Donc, depuis la première édition jusqu'à nos jours, le suivi n'a pas fait défaut. Même s'il faut collecter autrement, en dehors de la période de l'activité, donc le suivi quand même n'est pas interrompu. Nous parvenons quand même à mettre à la disposition du cantonnement des eaux et forêts et des moyens techniques et financiers pour le suivi des plans, depuis la première édition jusqu'à la 4e édition. En dehors de ces cotisations, est-ce que vous bénéficiez d'autres types de financement? On ne reçoit pas tellement de financement, mais nous démarchons les partenaires potentiels pour financer l'activité. Mais en grande partie, l'activité est organisée du fonds propre des membres de la plateforme. D'accord. Déjà, ça nous permet de parler de la plateforme. Comment naît la plateforme? La plateforme Climat Adaptation a vu le jour le 30 mars 2020, tout près. Suite à la réflexion des groupes d'acteurs qui ont vu la nécessité de rassembler les acteurs évoluant dans le domaine de lutte contre le changement climatique et dans le domaine de l'environnement. C'est ça, c'est de ce point de vue que la plateforme a vu le jour. Aujourd'hui, vous êtes à peu près à combien d'associations qui composent cette plateforme? Il faut savoir aussi que la plateforme n'est pas constituée que d'associations, parce qu'il y a des cadres du secteur public et privé, il y a des élus communautaires, il y a des élus communautaires, il y a les associations, il y a les consultants, il y a les étudiants. Mais en son sein, la plateforme regroupe une 50aine d'associations avec, à la date d'aujourd'hui, nous sommes à 310 acteurs, tous engagés pour la lutte contre la désertification et le dérèglement climatique. D'accord. Est-ce que dans combien de localités du Mali vous êtes représentés? Nous sommes pratiquement partout au Mali parce que la plateforme regroupe pratiquement toutes les régions, les ressortissants de toutes les régions du Mali. Vous voyez, parce que ce n'est pas une plateforme uniquement basée à Bamako, mais les membres sont partout et les membres interviennent partout. Parce que vous voyez, au sein de la plateforme, il y a d'autres ONG qui évoluent, je ne sais pas, à l'extrême nord. Il y a d'autres associations ou d'autres ONG qui sont vers Kaï. Mais tout le Mali se retrouve dans la plateforme, voilà, de façon représentative. Donc vos activités aussi se tiennent un peu partout au Mali? C'est ça, parce que la plateforme s'impose comme un cadre d'échange entre ses partenaires et ses acteurs.
Donc, les activités des différents partenaires constituent aussi, parce qu'il y a un récapitulatif des activités tenues par les différents acteurs. Donc, c'est tout ça qui font la force de la plateforme. D'accord. Aujourd'hui, quel est l'état de reboisement de vos précédentes éditions? Nous sommes déjà à la 4e édition. Et les 3 précédentes éditions, quel est l'état des arbres, quel est l'état des forêts que vous avez reboisées? Il faut savoir qu'à la première édition, nous avons eu à planter 100 pieds d'arbres. À la 2e édition, on a planté 200 pieds d'arbres. À la 3e édition, on a fait 300. La 4e édition, on a planté 300 aussi. Donc en tout, c'est 900 pieds d'arbres plantés. Maintenant, le taux de réussite évalué par le cantonnement des eaux et forêts de Koulouba, le taux s'élève à 75%. Parce qu'il y a des déficits hydriques à un moment donné, parce qu'entre le mois d'avril et le mois de mai, la disponibilité en eau est très difficile. Donc l'arrosage devient difficile pour les manœuvres. C'est ce qui fait que ce taux a augmenté. Voilà, et le taux d'échec, c'est de 25%. Voilà, donc ce 25%, nous cherchons les moyens pour compenser. En tant que technicien, est-ce que déjà, depuis 3 ans, qu'est-ce qui peut être fait? Est-ce que déjà il y a des solutions qu'on peut envisager en tant que technicien? Oui, en tant que technicien, parce qu'on peut développer des techniques de restauration des sols pour maintenir une humidité considérable sous la plante en utilisant les demi-lunes ou en faisant des cordons pierreux, parce que c'est une zone à forte pente. Donc en faisant des cordons pierreux. En termes simples, ça veut dire quoi? Les cordons pierreux, en termes simples, c'est de faire des lignes de moellons ou de gravier. Donc, parlons de moellons parce qu'en termes de gravier, ça c'est le diamètre qui compte. Mais c'est des moellons qu'on dépose sur la même ligne ou sur la même courbe de niveau. Ça c'est un topo. Donc cette bande, tout écoulement qui arrive au cordon, donc garde la même forme. De 1, ça réduit la vitesse d'écoulement de l'eau. Ça permet aussi la régénération encore d'autres espèces autour de la forêt. Bien. Quelle est la particularité des actions de la plateforme Climat et Adaptation? Parce qu'on voit beaucoup de personnes, beaucoup de groupes qui font des séances de reboisement. La particularité pour la plateforme Climat Adaptation, c'est le suivi. Parce que le problème actuel même des reboisements au Mali, c'est le problème de suivi. Nous, de l'organisation de l'activité depuis la première édition jusqu'à la 4e édition, les services des eaux et forêts à travers la direction nationale à Bamako et le cantonnement de Koulouba, ils sont impliqués du début jusqu'à la fin du projet. Donc, c'est le suivi qui nous différencie des autres. Parce que si vous voyez que nous sommes à la 4e édition et dans la même localité, les sites sont contigus. Mais chaque année, on prend le temps de visiter ce qu'on a eu à faire pour les années précédentes. Donc, c'est le suivi qui crée la différence entre la plateforme Climat Adaptation et les autres organisations. D'accord. Alors, on parle beaucoup de la Grande Muraille Verte qui a été adoptée par l'Union africaine en 2007 où 10 millions d'hectares doivent être restaurés d'ici 2030. Pour vous, en tant que technicien, est-ce que cela est réalisable? Cela est réalisable parce que la Grande Muraille Verte n'est pas focus uniquement sur l'autorité des Grandes Murailles Vertes parce qu'il y a une base dans laquelle figure toute activité de reboisement au Mali. Donc, il y a une base des organisations et des ONG de la société civile au niveau de l'autorité de la Grande Muraille Verte. Donc, cet objectif peut être atteint si les acteurs combinent les activités et que les acteurs se mettent ensemble pour atteindre le même objectif, qui est l'objectif de la Grande Muraille Verte. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous travaillez ensemble, tous les acteurs de l'environnement? Est-ce que vous travaillez dans ce sens-là? La plateforme est là pour ça. Parce que si vous voyez que ça regroupe
pratiquement la majeure partie des ONG intervenant dans le domaine de l'environnement. Ça veut dire que nous sommes au courant de tout ce qui se passe. Mais au niveau de l'autorité de la Grande Muraille Verte, il y a une base où figurent toutes les organisations de la société civile qui organisent toute activité de reboisement, et ces activités de reboisement sont référencées, sont enregistrées dans leur base. D'accord. On a vu que vos activités, c'est pratiquement à Bamako, vous avez indiqué. Le lieu, c'est la forêt classée de Koulouba. Est-ce qu'à l'intérieur du pays, quelle autre activité avez-vous menée à l'intérieur du pays? À l'intérieur du pays, à travers d'autres associations partenaires de la plateforme, nous accompagnons les associations locales dans les activités de reboisement, que ce soit en fourniture de plantes, en fourniture d'espèces, mais chaque année, nous appuyons les associations locales à la tenue des activités de reboisement et le suivi des activités dans leurs localités déterminées. D'accord. Vos plantes sont de quelle qualité? Quel type de plantes vous préconisez lors de ces reboisements et pourquoi? Maintenant, pour cette campagne, par proposition du cantonnement des eaux de forêt, c'est le Caïl Cédra qui résiste très bien aux conditions climatiques et géologiques de Koulouba. Donc c'est la plante qui résiste très bien à l'environnement de Koulouba. Donc cette année, la majorité de nos plantes, c'était des Caïl Cédra. Maintenant, il y avait quelques pieds de baobab, mais les éditions passées, il y avait le néré, il y avait le Caïl Cédra, il y avait le baobab, il y avait le moringa et d'autres espèces locales données par d'autres bailleurs. Mais avant toute plantation, vous prenez le soin d'étudier le sol et savoir quel type d'arbre correspond au sol? Oui, à travers le cantonnement des eaux et forêts, parce que déjà c'est leur localité, ils savent quelles plantes résistent. Chaque année, c'est à travers eux-mêmes qu'on obtient des plans. Voilà, c'est eux-mêmes qui nous aident à choisir les lieux. D'accord. Donc, tout est fait avec eux. D'accord. De passage sur notre plateau, le président Bourema Traoré avait évoqué un de vos projets qu'il a intitulé « Un Malien, un arbre ». Peut-on savoir davantage? C'est un projet « Un Malien, un arbre » ou un projet « Un jeune, un arbre ». Donc c'est un projet, c'est l'élargissement du projet de reboisement sur lequel on évolue actuellement. Donc ce projet vise à couvrir tout le Mali. Donc chaque jeune, pour ne pas dire chaque Malien, un arbre. Donc nous allons mettre des plantes à la disposition. C'est une perspective sur laquelle nous visons pour voir si nous pouvons aider les jeunes à planter. Donc c'est pousser la majeure partie des Maliens à planter. Donc c'est là les perspectives de ce projet. Donc un jeune, un arbre. Après l'élargissement, il y aura une famille, pas une famille, mais un Malien, un arbre. D'accord. C'est ça. Est-ce que l'espace ne va pas poser problème? Par exemple, si nous prenons un quartier de Bamako, par exemple, est-ce qu'il y a assez d'espace pour qu'un jeune puisse avoir son arbre? Il y a assez d'espace parce que l'espace ne fera jamais défaut, même si c'est à la devanture. C'est parce que c'est la devanture même que nous nous focalisons, parce que si c'est à la devanture, donc les gens vont se projeter pour dire qu'un jour nous allons nous asseoir sous cette arbre-là. Donc, même que ce soit à la devanture, les espaces verts du quartier, mais l'espace ne va pas faire défaut. L'espace ne va pas faire défaut. D'accord. Sinon, avec la modernisation, les rues pavées, on se pose la question où est-ce qu'on peut mettre, et surtout que le suivi aussi, il faudrait avoir le temps et l'accès pour qu'on puisse suivre son arbre, tout ça. Voilà, si c'est très proche de la famille ou si c'est à la devanture de la famille, c'est la famille qui prend charge de l'arbre. Non, c'est ça un peu l'objectif. Parce que si c'est très loin des ménages, vous allez voir que les gens auront du mal à prendre soin de ces arbres-là. Mais si c'est à la devanture, et ils vont l'arroser de façon quotidienne jusqu'à ce que l'arbre puisse résister lui-même. D'accord. On voit que la déforestation et la désertification avancent à grands pas. Vous qui êtes acteur de l'environnement, est-ce que vous pensez que le Malien est conscient de la problématique de la déforestation, du changement climatique en général?
Ça commence à venir. Parce que toutes ces activités que nous organisons, c'est pour sensibiliser davantage plus de Maliens. Parce qu'il faut savoir qu'il y a assez de médias avec nous pour diffuser les activités qu'on mène, que nous menons, pour que les Maliens puissent savoir l'importance de la plantation de ces arbres-là. Parce que la désertification, c'est une réalité. Maintenant, le moyen efficace pour lutter contre cette désertification, c'est le reboisement. C'est le reboisement. Donc, si nous reboisons, la désertification, nous pouvons freiner la tendance. D'accord. Est-ce qu'en dehors de Bamako, vous avez déjà été hors de Bamako pour faire les campagnes, par exemple dans les localités de Mopti ou Ségou, où la désertification est en train d'avancer à grands pas? Pas pour la plateforme, mais à travers nos autres associations, les associations partenaires de la plateforme, les activités sont menées partout au Mali. Moi, précisément, je suis à Ménaka, mon service est à Ménaka, donc toute activité menée par la direction régionale des eaux et forêts de Ménaka, je participe pratiquement à ces activités. Et nous organisons des activités, mais ça rentre en compte des activités de la plateforme. D'accord. Vous voyez. D'accord. Sinon, maintenant, vu qu'après la presse, après les médias, que faut-il dire à cette population pour qu'ils sachent qu'ils ont leur part, ils ont leur rôle à jouer dans cette lutte contre la déforestation, cette lutte contre le changement climatique? La population doit savoir que la désertification, la déforestation, tout ça c'est dû à l'activité humaine. C'est nous-mêmes qui causons. Nous observons, c'est la dernière décennie, la vague de chaleur qui frappe tout le monde entier, particulièrement le Mali, c'est dû à la déforestation. Donc aujourd'hui, c'est devenu une nécessité. C'est la nature même qui exige le reboisement. Parce que partout où vous voyez les arbres, si vous devez vous rafraîchir, il faut forcément vous asseoir sous un arbre. Parce que les infrastructures dégagent de la chaleur, donc nos lieux de refuge, c'est sous les arbres. Donc, c'est une nécessité aujourd'hui de planter les arbres. D'accord. Quelles sont les difficultés inhérentes à votre activité? Les difficultés, c'est-à-dire nous prévoyons de faire beaucoup de choses, beaucoup d'activités. Vous voyez le cap des 100 qu'on essaie de maintenir, c'est pour le suivi. Mais si les moyens financiers et techniques nous permettaient, on peut aller au-delà de tout ça. Donc, voilà, on peut aller au-delà de ces chiffres-là. Jusqu'à combien, par exemple? On peut aller à 2000, si les moyens financiers qui nous permettent de faire un bon suivi. Parce que c'est le suivi qui nous préoccupe, pas la plantation même. Voilà. Nous nous préoccupons du suivi des plantes. Donc, en dehors de ça, il y a l'incompréhension du concept reboisement, déforestation, parce qu'il y a une diversité de mentalités autour du sujet. D'autres pensent que c'est pour se faire de l'argent ou bien c'est pour uniquement la protection de l'environnement. Mais on doit tout d'abord savoir quand même que la protection de l'environnement, c'est une nécessité. D'accord. Donc, vous avez parlé de ceux qui pensent que c'est une manière de se faire de l'argent. Et il y en a même qui pensent que la nature se régénère d'elle-même. On n'a pas besoin que les gens mettent la main. Et c'est juste des gens qui veulent faire de la politique. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là? Oui, la forêt, si on la laisse d'elle-même, elle peut se régénérer. Mais tant que l'homme tourne autour ou dans la forêt, l'homme cause tout. Parce qu'il suffit d'un feu de brousse que la régénération soit retardée. Et il y aura l'extinction même de certaines espèces. Donc, ceux qui pensent comme ça doivent savoir que l'alerte est déjà donnée par la nature elle-même. L'alerte est donnée par quoi? Ça se traduit par la rareté de la pluie, les vagues de chaleur, vous voyez. Donc, l'indisponibilité des bois de chauffe,
il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Vous voyez, tout ça caractérise la nécessité de reboiser. D'accord. Pour vous, quelle politique faut-il adopter pour que l'on retrouve un environnement sain, si cela est possible? Il faut tout d'abord adopter un comportement éco-citoyen, parce que les deux vont ensemble, en reboisant, en assurant l'assainissement de nos quartiers et en gérant très bien nos déchets. C'est ce qui peut nous permettre de créer un environnement sain. Et si cela fait défaut, qu'est-ce que l'État, étant garant de la force, peut faire pour amener les populations à aller vers ça? Oui, bon, là, c'est par la sensibilisation qu'on peut y arriver. Parce qu'avec la force, c'est un peu compliqué. Donc, il faut sensibiliser les gens, les initier, mais ce n'est pas avec la force. On peut interdire de faire ceci ou de faire cela, mais en les sensibilisant et en les laissant eux-mêmes changer la tendance. C'est pas trop la tendance positivement pour aller vers un environnement sain. D'accord. Avant de terminer, quels sont les futurs projets de la plateforme climat et adaptation? Nous prévoyons, comme vous avez déjà annoncé, il y a le projet Un jeune, un arbre qui est en vue. Il y a l'accompagnement, après l'activité du 19, il y a la programmation l'accompagnement des associations locales dans les activités de reboisement. Donc, au total, nous prévoyons 1000 plants, y compris les 300 déjà plantés dans la forêt classée de Koulouba. D'accord. Voilà. D'accord. Un message à l'endroit de la population? Donc, nous demandons à tout un chacun de planter un arbre, comme nous, membres de la plateforme climat adaptation, à l'entretenir, à prendre soin d'eux. Je pense que c'est tout. Ça permet de régler le problème. Et un message au niveau des autorités? Donc, les autorités doivent assurer la responsabilité tout en protégeant les efforts déjà consentis en matière de protection de l'environnement. Donc, les espaces déjà reboisés, l'État doit faire tout pour mettre à la disposition de la Direction nationale des eaux et forêts les moyens pour prendre soin de ces arbres. Parce que chaque année, il y a des campagnes nationales de reboisement qui sont organisées. Donc, si les services des eaux et forêts ont les moyens pour prendre soin de ces sites, je pense qu'on n'aura plus de problème de reboisement. D'accord. D'accord. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous. On pourra ajouter aussi un franc accompagnement financier de la part de l'État et des bailleurs de toutes les bonnes volontés. Je pense que c'est souhaitable de votre part. Oui, ça se développe parce que si on parle d'accompagnement, l'État aussi a sa part dedans. Donc on démarche les partenaires, ce n'est pas uniquement des partenaires privés, nous démarchons les partenaires étatiques pour le financement de ces activités. D'accord. Ça. D'accord. Merci une fois de plus. Aimables téléspectateurs, vous avez compris, c'est la fin de cette édition de Faits marquants. Nous avions pour thème l'environnement, notre environnement qui nous est cher, qui est en train d'être blessé de tous les côtés à travers nos activités humaines. Vivement la prise de conscience et merci de nous avoir suivis. Et bonne suite de programme en compagnie de Djoliba TV News.